Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 28 avril, au sommaire cette semaine, 5 articles. Web3, NFT et IA générative, le futur du retail, à lire sur e-commercemag.fr. Certification éthique sans prix minimum, vous pouvez jeter aux orties vos prétentions environnementales, à lire sur fashionunited.fr. Lancement du Conseil national du commerce, CNC, une nouvelle instance gouvernementale, à lire sur e-commercemag.fr. Alltrix, un nouveau coup de pédale vers l'économie circulaire, à lire sur republicretail.fr. Temu, l'application chinoise de shopping qui cartonne aux États-Unis, se lance en France, à lire sur usinedigital.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse publiée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, avant de commencer, je vous invite à découvrir l'épisode 165 avec Morgan Hilmi, cofondateur et CEO de Bibs, l'application qui compte 1,5 million d'utilisateurs en moins de 3 ans pour acheter et revendre des produits pour bébés et enfants. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Web3, NFT et IA générative, le futur du retail, à lire sur e-commercemag.fr en date du 25 avril. Les sociétés de la tech ambitionnent de révolutionner le monde du commerce avec le Web3 et l'intelligence artificielle. Zoom sur les tendances tech avec l'échangeur BNP Paribas qui organisait une conférence d'information sur ces sujets la semaine dernière. En 2022, 6,5 milliards d'euros ont été investis dans l'innovation technologique du commerce. Cette recherche de la transformation n'est pas près de s'arrêter, selon Nicolas Diacono, responsable technologie et innovation chez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, qui souligne que l'écosystème retail est en mouvement depuis plusieurs mois. Il détaille que 43 des 100 plus grandes marques ont investi dans le Web3, principalement dans le secteur de la mode et du luxe. Pour rappel, Web3 est le terme utilisé pour désigner l'idée d'un web décentralisé exploitant la technologie de la blockchain. Nicolas Diacono le désigne comme la possibilité de produire et consommer du contenu tout en détenant ses propres données. Actuellement, 25% des projets Web3 viennent du commerce et sont principalement pensés autour des NFT. À titre d'exemple, Starbucks propose des cartes de fidélité sous forme de tokens uniques. La marque Lacoste, elle, propose des boutiques virtuelles pour acheter en ligne qui sont accompagnées de pièces VIP pour les détenteurs de ces NFT. Ces innovations représentent une nouvelle manière de penser la fidélisation des clients, explique Nicolas Diacono. L'idée qui s'articule autour de ces projets est de repenser la propriété. Elle est notamment portée par l'entreprise Did Felaz qui propose des collections de NFT en partenariat avec des marques. Par exemple, si vous achetez un sweat chez l'une de ces marques, vous devenez détenteur d'un NFT, détaille Nicolas Diacono. Si vous souhaitez le faire réparer ou l'échanger pour la taille, il suffit de présenter ce token. C'est un ticket de caisse 3.0 qui peut offrir des avantages fidélité en plus. Mais tous ces projets sont en phase embryonnaire. En effet, bien que prometteur, le Web3 n'est pas encore au point. On peut plutôt parler d'un Web 2.5, s'amuse Nicolas Diacono. L'IA générative, futur du retail. Si le Web 3 n'est pas encore tout à fait au point, l'intelligence artificielle, elle, s'installe de plus en plus dans notre quotidien. Selon Guillaume Rio, responsable tendance technologique et prospective chez l'échangeur BNP Paribas Personal Finance, l'IA est la technologie la plus disruptive de ces 20 dernières années, depuis l'accès démocratisé à Internet. À titre d'exemple, ChatGPT a eu plus de 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. En comparaison, il a fallu 30 mois pour qu'Instagram atteigne ce chiffre. L'intelligence artificielle peut prendre plusieurs formes, mais c'est l'IA générative à l'IA générative que s'intéresse Guillaume Rio. Celle-ci permet de générer des images, du texte et même du code.
Le tout sans nécessiter d'aucune connaissance ou formation spécifique. Midjourney, site de génération d'images, propose par exemple des explications détaillées, des conseils d'utilisation via différents canaux. Le résultat peut être bluffant de réalisme, mais pour cela, le texte ou prompt doit être précis et détaillé. Ces quelques lignes sont le nerf de la guerre, si bien qu'il existe aujourd'hui des personnes qui vendent leurs services et rédigent des prompts pour quelques euros. Cela va révolutionner le monde de la pub et du retail, commente Guillaume Rio. Par exemple, avec le bon prompt, un site de génération d'images peut désigner la chaussure que vous avez en tête en quelques secondes. Ainsi, plus besoin de formation en code ni même en design 3D. Pour aller encore plus loin, ChatGPT peut rédiger des prompts optimisés pour les différents sites d'IA générative. Les géants de la tech se bousculent pour proposer ces solutions. Microsoft a par exemple investi 10 milliards de dollars dans le développement de ChatGPT afin d'avoir en exclusivité dans sa future suite Azure. De son côté, Google a 26 projets d'intelligence artificielle générative en cours de développement. Certification éthique sans prix minimum, vous pouvez jeter aux orties vos prétentions environnementales, à lire sur fashionunited.fr en date du 25 avril. Gérant un label éthique, l'association Max Havelaar organise une opération militante dans plusieurs villes alors que le Parlement européen s'apprête à voter une directive sur le devoir de vigilance des multinationales. Cofondée par le prêtre ouvrier Frans van der Hof aux Pays-Bas en 1988, l'association Max Havelaar, branche de l'association Fairtrade International, gère et promeut le label international de droit privé Fairtrade Max Havelaar qui est aujourd'hui apposé sur des produits de nombreuses marques. Ce label citoyen, présent dans 35 pays consommateurs, vise à permettre, du côté des pays producteurs, l'accès à un prix minimum garanti. Du côté des pays consommateurs, il vise à répondre à une demande croissante des consommateurs en produits de qualité, identifiés géographiquement dans le cadre d'une production respectueuse de l'environnement. Alors que le Parlement européen s'apprête à voter 2 textes qui peuvent, selon l'association, avoir un impact considérable sur le secteur textile, Max Havelaar France, fondée en 1992, s'est unie avec Fashion Revolution pour organiser ce 25 avril une opération militante à Paris devant l'Hôtel de Ville et dans différentes villes européennes. Objectif, encourager les eurodéputés à responsabiliser les entreprises sur les droits humains et l'environnement en introduisant des exigences rigoureuses. À cette occasion, nous nous sommes entretenus avec Blaise Desbordes, ancien directeur du développement durable de la Caisse des dépôts, qui dirige la branche française de l'association depuis 6 ans. Comment peut-on présenter le label proposé par Max Havelaar en quelques mots ? Le label Fairtrade Max Havelaar s'est imposé comme une référence au cours de ces 30 dernières années d'activité. Il est apposé sur 80% des produits équitables en France, notamment dans le café, le thé, le sucre, la banane, le cacao. Il agit comme un moteur de transformation à travers une certification qui, je crois, a plus d'efficacité que les réglementations parce qu'elle part du principe que les entreprises s'engagent dans une démarche volontaire. 4000 entreprises dans le monde, multinationales ou PME, nous ont choisis. On travaille également avec plusieurs centaines de PME françaises, des entreprises de toute taille, comprenant l'intérêt d'une certification éthique. Je pense modestement qu'on apporte une réponse aux impasses de la mondialisation en construisant des chaînes d'approvisionnement qui sont rigoureusement contrôlées. Les PME françaises spécialisées dans le textile s'intéressent à votre label. Une trentaine de PME françaises spécialisées dans le textile nous ont choisi, notamment des entreprises spécialisées dans le vêtement de travail qui veulent faire valoir les atouts du coton équitable. D'une manière générale, on se rend compte que les problématiques liées il y a 30 ans à la maltraitance des petits producteurs dans le secteur de l'alimentation et de l'agriculture se transfèrent complètement aujourd'hui dans le secteur du textile. Ce secteur, il faut le rappeler, est responsable d'une part significative des eaux polluées dans le monde, par exemple. Le textile a besoin de solutions, notamment pour résoudre l'opacité des supply chains et pour combattre l'ubérisation galopante de l'activité.
Quel est le but et la philosophie de votre label concernant le coton équitable? C'est exactement comme pour les autres denrées que nous certifions, telles que le café ou la banane, dans la filière équitable. Il s'agit d'une part de protéger les petits producteurs pour qu'ils puissent s'organiser collectivement. C'est la première condition de notre cahier des charges. D'autre part, il faut payer un prix minimum aux producteurs. Sans ce prix minimum, vous pouvez jeter aux orties vos prétentions environnementales. Par exemple, on estime qu'au Bangladesh, le paiement à l'ouvrier d'une pièce de textile est de l'ordre de 1,5 centime. Les ouvriers dans le textile, et ils sont 4 millions de travailleurs, ont 80 $ de revenus par mois, alors que leurs revenus vitaux se situent autour de 230. C'est un problème fondamental. Vous organisez une action de mobilisation militante ce 25 avril dans plusieurs villes européennes. Pourquoi cette date ? Le Parlement européen va voter 2 textes qui peuvent avoir un impact considérable sur le secteur textile. Je voudrais signaler en préambule que des pays ont ouvert la voie, et la France en fait partie. Ces pays sont passés à l'acte. Ils disent « on ne peut pas avoir des économies modernes qui ferment les yeux sur une responsabilité générale ». Comme vous le savez, le donneur d'ordre est celui qui a le plus de pouvoir dans une chaîne d'approvisionnement. Cette responsabilité est diluée par le nombre conséquent de sous-contrats et autant d'intermédiaires. La loi française sur le devoir de vigilance des multinationales, dite loi Potier, votée en 2017, grâce à une très large concertation, notamment avec les industriels, a pavé le chemin. Elle prône une responsabilité tout au long de la chaîne. La directive qui sera votée ces jours-ci est un peu l'enfant de ces lois pionnières, avec une volonté d'harmonisation au niveau européen. Concrètement, le Parlement européen votera demain en commission juridique ce qu'il pense devoir être nécessaire en ce qui concerne ce devoir de vigilance. On pense que l'avis du Parlement sera à la hauteur des ambitions manifestées par la présidente Ursula von der Leyen, qui a tout de même déclaré il y a 6 mois qu'elle voulait bannir le travail forcé du marché européen. L'Europe creuse-t-elle l'écart en matière de durabilité ? Les exigences sont élevées, comme le prouvent les récentes lois extrêmement innovantes passées sur le climat, mais également les directives visant à réduire la déforestation et la dégradation des forêts. Cette nouvelle directive sur le devoir de vigilance des multinationales constituerait une nouvelle étape extrêmement bienvenue. Soyons clairs, tout cela forme une économie très compétitive. Garantir les moyens de subsistance aux échelons vulnérables ne compromet pas les marges des entreprises. Le donneur d'ordre est celui qui a le plus de pouvoir dans la chaîne d'approvisionnement, mais le client n'a-t-il pas également un rôle à jouer ? Vous avez raison, et le secteur textile a un atout. Les consommateurs qui s'intéressent vivement à ce sujet, 70% des consommateurs veulent une certification éthique. Le faux ami est d'ordre technique, c'est difficile aujourd'hui de comprendre ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Les labels internationaux indépendants sont le bon outil pour jouer ce rôle d'intercesseur. Lancement du Conseil national du commerce, CNC, une nouvelle instance gouvernementale à lire sur e-commercemag.fr en date du 25 avril. Le 25 avril 2023, Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a lancé le Conseil national du commerce, le CNC. C'est désormais officiel, le CNC a été instauré donc le 25 avril avec un double objectif. D'une part, aborder les enjeux auxquels les commerçants sont confrontés au quotidien, tels que la décarbonisation, la simplification administrative et l'adaptation des compétences, mais aussi d'anticiper et préparer l'avenir du commerce. Commerce serviciel, l'innovation comme la maîtrise de l'intelligence artificielle ou encore les synergies que le commerce peut générer avec l'industrie. C'est en ces termes que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique annonce les missions de cette nouvelle organisation. Chaque trimestre, en séance plénière, le CNC réunira un ou plusieurs ministres invités à aborder des thématiques spécifiques telles que la transition écologique, les enjeux de territoire, le numérique et les synergies entre le commerce et l'industrie. Les échanges permettront de recueillir les retours du terrain, partager les informations et les enjeux et définir les orientations d'une politique nationale du commerce. Parallèlement, des groupes de travail composés de l'État, des associations d'élus, des entreprises et des organisations professionnelles seront mis en place. C'est Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, qui a ouvert le bal en répondant présent à l'invitation de la première séance plénière du CNC.
Aux côtés du ministre, cette réunion a rassemblé une centaine de personnes issues d'environ 60 entreprises, de fédérations et d'associations du commerce. Avec près de 700 000 entreprises et indépendants opérant dans le commerce de détail, de gros et automobile, le commerce en France est un secteur économique majeur qui représente 3,6 millions d'emplois et 1450 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Dans un communiqué, la FEVAD a salué le lancement du Conseil national du commerce. Lancé ce jour, le Conseil national du commerce répond à la demande de nombreuses organisations professionnelles du commerce, dont la FEVAD, de disposer d'une instance de commerce unifiée destinée à constituer un espace de dialogue et de concertation rassemblant les représentants des différentes branches du commerce et les responsables des politiques publiques en matière de commerce, précise la fédération. Alltrix, un nouveau coup de pédale vers l'économie circulaire, à lire sur republic-retail.fr en date du 25 avril. Depuis le rachat de Troc Vélo en 2021, Alltrix développe son activité seconde main et s'apprête à lancer un service de location longue durée. Gary Hansens nous livre les détails de son plan autour de l'économie circulaire ainsi que son expansion à l'international. La seconde vie prend de plus en plus de place. Pour Gary Hansens, fondateur d'Alltrix, le site e-commerce spécialisé dans la vente de vélos et d'articles de running et outdoor, l'économie circulaire fait partie intégrante de son développement. Le rachat en février 2022 de Troc Vélo, une pépite dans son registre avec 250 000 annonces, estime le dirigeant, a marqué un premier jalon dans cette stratégie. Factuellement, l'opération a coûté 49 millions d'euros en volume d'affaires dans l'escarcelle du groupe qui atteint désormais 219 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'autre bonne nouvelle, c'est que le panier moyen du site de petite annonce est de 2000 euros, plus que le neuf, souligne le dirigeant, car Troc Vélo est le site des spécialistes du vélo et se positionne sur le haut de gamme, soit un positionnement similaire à Alltrix qui vise le haut de gamme alors que sa maison mère, Decathlon, sera sur le mass market. D'ailleurs, Gary Hansens a pris le parti de capitaliser sur cette audience de passionnés en créant un nouveau modèle freemium et premium avec la création d'une activité de retail média. Une régie pub interne a été créée pour gérer une partie des espaces tandis que le reste sera externalisé à des tiers. Sur Troc Vélo, l'objectif consiste désormais à capter plus de valeur. La plateforme doit être musclée, notamment en service. Vinted a challengé la seconde vie des produits de manière intense et Le Bon Coin a sorti des solutions de transport et de paiement, analyse le dirigeant. Nous allons ajouter une brique livraison d'ici la fin de l'année, ainsi que des nouveaux moyens de paiement, dont le paiement fractionné, un service qui fait sens avec un panier moyen de plusieurs milliers d'euros. Un objectif de 26 millions d'euros avec l'achat-revente de vélos. Mais pour le dirigeant, il y a un trou dans la raquette entre le neuf et la seconde main. Il y a besoin d'un reconditionneur pour certains produits, estime-t-il. Nous proposons donc une nouvelle activité avec le service Second Life. Nous rachetons des modèles d'occasion pour les revendre à l'unité des particuliers ou des parcs entiers à des professionnels. Lancé début 2022, le dirigeant ambitionne d'atteindre la vingtaine de millions d'euros en 2026. Concernant le prix de rachat des vélos, Alltrix a développé un algorithme qui tiendra compte de l'état du produit ainsi que de la cote de recherche du modèle fournie par les 17 ans d'historique de revente de Troc Vélo. Les équipes s'occupent de contrôler le vélo et de réaliser les photos avant une mise en ligne avec l'appellation unique par sa précédente vie, autant sur le site Alltrix que sur Troc Vélo. Et on ne s'interdit pas Le Bon Coin, pointe Gary Hansens. Bien que Decathlon ait investi dans Alltrix et que le géant mondial des articles de sport se développe aussi fortement sur la seconde main et l'économie circulaire, aucune synergie n'est réalisée pour l'heure. Les pratiques sont un peu différentes. Nous ne reprenons pas les mêmes catégories de produits, rappelle le dirigeant d'Alltrix. Magasins et économie collaborative en relais. Peut-être que les échanges logistiques pourraient faire sens entre les deux entreprises. Pour l'instant, le renvoi de produits se fait par une box spécifique créée pour faciliter le transport ou dans l'une des 6 boutiques Alltrix. Gary Hansens assure ne pas vouloir en rester à ce niveau. L'enseigne vient d'ailleurs de prendre ses quartiers dans un lieu à l'emplacement premium.
À l'entrée du campus Decathlon de Villeneuve-d'Ascq, Alltrix vient remplacer le Decathlon X, le magasin du futur du retail de 350 m², ouvert juste après le Covid en 2020. Une autre ouverture est programmée pour la deuxième quinzaine de mai à Mérignac, près de Bordeaux. In fine, Alltrix ambitionne d'ouvrir deux magasins par an jusqu'à atteindre 15 à 16 magasins. Puis on se posera pour vérifier l'apport de chaque canal, indique le dirigeant. Le retail nous permet d'augmenter l'expérience client comparée à l'activité e-commerce et d'apporter une vraie scène d'expression. D'ailleurs, un client sur deux en magasin n'avait pas d'expérience avec la marque en ligne. Autrement dit, les magasins nous permettent de conquérir de nouveaux clients et nous réalisons 20% de chiffre d'affaires digital en magasin. Mais la scalabilité de l'activité reste un sujet. Pour amortir un peu plus le coût d'un magasin, Gary Hansen ajoute que dans les prochaines semaines, une activité Ship from Store. Alltrix investit également dans sa logistique, notamment pour se mettre en ordre de bataille pour le développement de l'activité de reconditionnement. Ainsi, aux 25 000 m² d'entrepôt s'ajoute un autre site de 17 000 m² dédié à l'accessoire, aux pièces détachées ou encore à l'outdoor. Au-delà des ouvertures en propre, Alltrix mise aussi sur l'économie collaborative. Nous avons déjà 160 partenaires en France, dont 50% s'occupent de réaliser de la réparation mobile, précise le fondateur. Nous réfléchissons à solliciter la puissance de la communauté, experte et située aux quatre coins de la France, pour jouer le rôle de modérateur qui aiderait à la reprise. Arrivée d'une offre de location longue durée. Enfin, dans les futures évolutions, un chantier informatique est en cours pour proposer d'ici mai un service de location de longue durée. Beaucoup de gens passent de la propriété à l'usage, juge Gary Hansen. C'est d'autant plus pertinent que nous avons beaucoup de geeks clients qui aiment renouveler leur matériel tous les 2 ou 3 ans. Le service a d'abord été testé en interne afin de se faire la main sur cette activité. Cela suppose en effet de gérer de nouveaux process comme le paiement fractionné, les assurances, ou encore une nouvelle interface client. Comme à son habitude, Alltrix s'appuie sur une plateforme maison pour y ajouter quelques briques technologiques prises sur le marché. Cette maîtrise de l'informatique a particulièrement réussi à Alltrix ces dernières années. Le spécialiste du vélo, du running et de l'outdoor se développe fortement à l'international avec 6 déclinaisons de son site internet e-commerce. Nous réalisons 25% de notre chiffre d'affaires à l'étranger et l'objectif consiste à atteindre 40%, précise Gary. Nous avons également de nouvelles gammes de produits comme le running ou l'outdoor qui enregistrent de belles croissances en 2022 qui devraient se poursuivre. Alltrix expédie pour le moment depuis la France avec des déclinaisons en 6 langues de son site. Nous n'avons pas encore la taille critique pour avoir un bureau. Dans 2 ans, nous ciblons d'ouvrir en Espagne et en Allemagne avec des magasins, un bureau et un hub logistique, indique le dirigeant que rien ne semble arrêter. Temu, l'application chinoise de shopping qui cartonne aux États-Unis, se lance en France, à lire sur usinedigital.fr en date du 24 avril. Filiale de Pinduoduo, Temu propose des produits à prix cassé, expédiés directement de Chine aux États-Unis. Son application est la plus téléchargée sur l'App Store à l'heure actuelle. C'est un lancement en toute discrétion. Depuis quelques jours, le site chinois de shopping Temu a entamé ses opérations en France. Au menu, des vêtements, des bijoux, des ustensiles de cuisine ou encore des accessoires électroniques à prix cassé et d'importantes promotions, au moins sur le papier, jusqu'à moins 90% pour célébrer l'événement. Inconnu en France, Temu est pourtant un véritable phénomène aux États-Unis. Son application mobile est actuellement la plus téléchargée de l'App Store d'Apple. Depuis son lancement en septembre 2022, elle totalise 33 millions de téléchargements, selon les estimations du cabinet Sensor Tower. Et elle cumule 17 millions d'utilisateurs actifs dans le pays, malgré la faible qualité des produits qu'elle propose. Délai de livraison allongé. Derrière ce succès se cache Pinduoduo, un géant chinois du commerce en ligne, lui aussi méconnu en Occident. Depuis sa création en 2015, le groupe a bouleversé le marché avec son concept d'achat groupé entre membres de la famille, amis ou voisins. Il ne cesse depuis de gagner des parts de marché à Alibaba et JD.com, les 2 poids lourds historiques du secteur. Pour se développer hors de Chine, Pinduoduo a suivi la stratégie menée par Alibaba avec sa plateforme AliExpress et Shein.
Temu reprend le principe du cross-border. Les produits vendus par des marchands tiers sont expédiés directement depuis les entrepôts chinois. Cela permet de limiter les coûts, mais se traduit également par des délais de livraison rallongés jusqu'à 2 semaines. Marketing agressif. Au-delà des prix, son succès repose sur 2 composantes. D'abord, un marketing très agressif sur les réseaux sociaux. Elle mène en ce moment environ 7700 campagnes publicitaires sur Facebook et Instagram, selon les chiffres publiés par leur maison mère Meta. La société s'est aussi offert un spot publicité pendant le dernier Super Bowl, la grande finale du championnat de football américain, regardée par 113 millions de personnes. Deuxième pilier, la gamification, une recette qui a fait ses preuves en Chine. L'application propose ainsi des mini-jeux pour gagner des bons de réduction et inciter les utilisateurs à acheter encore plus. En outre, ces jeux nécessitent également d'inviter des amis, de quoi générer du bouche à oreille sur les réseaux sociaux. Après les États-Unis, Temu a débarqué en début d'année au Canada et en Australie, puis en Nouvelle-Zélande. Son lancement européen concerne aussi l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. Tous ces sites sont encore en anglais. Les débuts sont pour le moment timides. Sur l'ensemble du continent, le produit le plus populaire cumule 260 ventes. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.